forces armées maliennes ont mené ces derniers moments des opérations de grande envergure avec la neutralisation de plusieurs terroristes et des caches d'armes détruites grâce à l'opération Dougou-Koloko. Un bilan fourni ce matin par la direction des informations et des relations publiques de l'armée au cours de sa traditionnelle conférence mensuelle. Ce 17 juin marque la fin des activités de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Les festivités ont été délocalisées cette année à 100. Plusieurs activités ont meublé l'édition 2025. Des initiatives qui concourent à la préservation de notre écosystème. Vous le savez, depuis quelques jours, c'est notre compatriote Modibo Sako qui est le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Ce soir, nous allons vous parler du fonctionnement de cette haute juridiction de l'Union africaine dont le protocole est ratifié par une trentaine de pays. Et le choix du Mali à diriger cette juridiction est un succès diplomatique. C'est le sujet de Garibou Pérou dans la chronique judiciaire. Mardi 17 juin 2025, vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à tous et merci de nous renouveler votre confiance. D'abord, cette rencontre au sommet entre le Mali et l'Angola. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie angolaise. Tete Antonio est porteur de message du président angolais João Lourenço, non moins président en exercice de l'Union africaine. Plusieurs sujets ont été abordé dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le compte-rendu de l'audience avec Alousseni Touré. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola est porteur d'un message du président angolais, président en exercice de l'Union africaine. Préoccupé par la situation au Sahel, le président João Lourenço s'informe également sur la situation dans cette région du Sahel afin d'évaluer les besoins d'accompagnement de la part de l'organisation continentale. J'ai été mandaté par le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine et aussi désigné champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, de venir ici au Mali rencontrer le président de la transition pour pouvoir, dans une mission d'information et d'écoute, et aussi pour délivrer un message de son frère au président de la République. Et vous comprendrez qu'un diplomate ne révèle pas les contenus du message d'un chef d'État à l'autre. Mais vous pouvez vous imaginer que le président Lourenço, en tant que président de l'Union africaine, s'intéresse à tout ce qui se passe en Afrique, dans la région du Sahel, et plus particulièrement dans ce cas, étant à Bamako, particulièrement au Mali, du point de vue sécuritaire, et tout ce qui se passe dans cet environnement, et voir en quelle mesure, collectivement, dans un dialogue, n'est-ce pas, constructif, nous pouvons accompagner de façon collective, comme je viens de le dire, c'est le développement dans la région du point de vue de la lutte contre le terrorisme, de l'évolution dans le Sahel et des efforts que le pays du Sahel fournisse dans le combat contre le terrorisme, qui est en fait une préoccupation de tout un continent. L'occasion était également opportune pour évoquer les relations maliano-angolaises riches d'une histoire très symbolique. L'Angola et le Mali sont liés par une histoire profonde une très grande contribution du Mali pendant la lutte de libération de l'Angola, une très grande contribution du Mali pendant les 27 ans de guerre que l'Angola a connu. Vous rappelle sans doute le rôle qu'a joué un fils de ce pays, le maître Blondin Bey, qui a perdu sa vie en cherchant à aider les Angolais à trouver une solution au conflit qui les déchirait. Et je vous annonce d'ailleurs qu'il n'y a pas très longtemps, le président João Manuel Gonçalves Lourenço, parmi les personnalités étrangères qui ont été décorées à l'occasion de 50 ans de l'indépendance de l'Angola, il a décoré à titre posthume le prix
le maître Blondin Bey. Nous avons cette relation qui passe aussi par les relations que nous avons tissées entre nos peuples. Il y a une communauté angolaise qui vit ici au Mali, tout comme une très bonne communauté malienne qui vit en Angola et qui contribue à la reconstruction de ce pays frère. Donc vous comprenez bien que dans ces circonstances que je viens de décrire, la notion pour un président de l'Union africaine, qui est le président Lorenzo, une des notions les plus chères, c'est surtout de l'application du principe de l'Union africaine, qui est le principe de la non-indifférence. C'est-à-dire que toute situation qui se passe dans un pays doit intéresser nécessairement le reste des continents. Dès son retour à Luanda, le diplomate angolais fera un compte-rendu au président angolais, président en exercice de l'Union africaine, dont l'intérêt pour le Sahel est sans ambiguïté. Et le président Goïta s'est ensuite entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Mali sur les dossiers du forum sur la coopération sino-africaine. D'autres détails sur cette rencontre dans nos éditions futures. À présent, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le président de la section des comptes de la Cour suprême, dans le cadre de l'audit du financement des partis politiques sur la période de juillet 2000 à mai 2025, invite les présidents des ex-partis politiques à prendre les dispositions appropriées en vue de déposer à la section des comptes avant le 30 juin 2025 les copies des états financiers, les pièces justificatives des dépenses, les journaux de banque et de caisse, les relevés et états de rapprochement bancaire ainsi que les documents relatifs à la situation par année des ressources. Les présidents ou les représentants des ex-partis politiques peuvent prendre attache avec les services de la section des comptes pour toute information complémentaire. Le président de la section des comptes de la Cour suprême s'est compté sur la bonne compréhension de tous les responsables des ex-partis politiques. Des épines enlevées des pieds des responsables et donner l'espoir aux patients, c'est le sentiment qu'on pouvait apercevoir cet après-midi au centre de santé universitaire Gabriel Touré. Cet hôpital de 3e référence ne connaîtra plus de coupure d'électricité. Il est doté de panneaux solaires, 800 au total, un geste qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi en présence de notre reporter Koumba Sissi. Ce mardi, l'honneur revient au CHU Gabriel Touré de recevoir des panneaux solaires, en plus des CCRF, des CESCOM, du Centre national de transfusion sanguine ou encore du Centre national d'odontostomatologie. Le CHU Gabriel Touré est le 4e hôpital à bénéficier des installations solaires, des outils précieux qui doivent permettre au personnel de la dite structure d'assurer en permanence la prise en charge des patients. Les coupures intempestives peuvent être source de complications dans la réalisation de ce soin. Et cette installation aujourd'hui nous permet de sécuriser les soins et surtout de sécuriser nos patients que nous prenons en charge. Aujourd'hui marque une étape importante pour notre structure, mais aussi pour la population entière. L'équipement solaire d'une ferme de 869 panneaux produisant une capacité de 500 kW avec 5 ondulaires dont une charge totale de 1 méga. Donc nous a été offert aujourd'hui et ceci va permettre de pallier la charge énergétique de l'hôpital Gabriel Touré. Ma petite contribution, la contribution du département, c'est vraiment accompagner les structures qui ont bénéficié de l'installation de des panneaux solaires pour veiller à la maintenance, à l'entretien de tout cela. Le président a fait énormément, s'il s'agit seulement de faire l'entretien, et cela ne doit pas nous poser problème. Depuis l'avènement de la transition, les autorités se sont engagées dans le processus de refondation de l'État pour asseoir un principe véritable en vue d'amorcer le développement social et économique du pays. À cet effet,
plusieurs actions ont été initiées dans le domaine de la santé afin d'offrir un plateau de qualité aux bénéficiaires et aux usagers. Aussi, faut-il signifier que ces réalisations sont une preuve tangible de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces pour un objectif commun. Cette volonté présidentielle consiste à doter le maximum de nos structures sanitaires de panneaux solaires. Nous sommes en train d'électrifier des centres de santé. Aujourd'hui, nous sommes avec l'hôpital Gabriel Touré. Tout ça, c'est pour apporter la solidarité du président de la transition à travers les eaux sociales, aux Maliens en général et aux malades en particulier et aux médecins, pour que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions et que, comme je l'ai dit chaque fois, qu'un malade n'attende plus à cause de l'électricité. L'initiative du président de la transition permet de réduire considérablement le coût de l'électricité et de faciliter le travail du personnel sanitaire pour le grand bonheur de la population. La situation sécuritaire à la loupe. Les forces armées maliennes mènent en ce moment une grande offensive contre les terroristes juste dans leur dernier retranchement. Plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés, des caches d'armes détruites et des matériels de guerre saisis grâce à l'opération Dougou-Koloko. Le directeur des informations et des relations publiques de l'armée a donné ces détails au cours d'une conférence de presse suivie par Aridou Matina. Le présent point de presse entrant dans le cadre de la traditionnelle rencontre mensuelle de la DIRPA avec les hommes des médias intervient dans un contexte sécuritaire assez tendu avec la recrudescence des attaques dans l'espace AIS. Une situation qui s'explique selon le conférencier par un certain nombre de faits. La réaction des groupes armés terroristes a une explication. Il s'agit entre autres de la rupture d'avec les anciens partenaires stratégiques, comme cela a été le cas au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il s'agit aussi du choix stratégique opéré par nos différentes autorités, sans compter que la dynamique impulsée dans l'espace AES de nos jours, dans plusieurs domaines et particulièrement sur le plan défense, sécurité, ne cesse de faire des jaloux. Au regard de tout ce qui précède, il faut vaille que vaille étouffer dans l'œuf cette volonté de nos États à respirer la pleine et entière souveraineté au peuple de l'AES d'imprimer sa propre voix et ne pas recevoir d'instruction d'aucun palais feutré. S'agissant des forces armées maliennes, à la veille de la fête des Tabaski, elles ont anéanti avec promptitude et efficacité plusieurs menaces terroristes pour permettre à la population de fêter l'Aïd el-Kébir dans la communion. Ce qui est sûr pour vos forces armées et de sécurité, c'est la victoire au bout et nous y parviendrons. Des victoires, oui, nous en avons beaucoup engrangé. Oui, nous en avons beaucoup fait et nous continuerons d'en faire. À la veille de la fête de Tabaski, nous avons circonscrit à beaucoup de menaces terroristes. Il y a eu des arrestations d'étrangers dans certaines villes du centre comme du nord. Des arrestations d'hommes en train de consolider des plans d'attaque, des camps et certains points sensibles. Des arrestations de terroristes qui se faisaient passer pour des vendeurs de moutons à la veille de la fête. Des arrestations de terroristes qui se faisaient passer pour des fous. Des complicités internes et externes qui ont été débusquées et traitées au même pied que les terroristes. Pour en venir au bilan des opérations des 15 derniers jours, des opérations aéroterrestres ont permis de détruire plus de 30 sanctuaires et dépôts logistiques et de neutraliser plusieurs terroristes sur l'ensemble du territoire national. Pas de place au découragement ni à la peur. Les FAMA se sont engagés à défendre l'intégrité du territoire et assurer la protection des personnes et de leurs biens. Et pour l'atteinte de cet objectif, la population doit continuer à jouer sa partition. Nous lançons ce vibrant appel de pied en demandant aux populations d'éviter de collaborer avec les terroristes sur toutes ces formes. Demandons aussi
aux médias, vous, d'éviter de relayer certaines informations sans recouper pour mettre fin à ce cycle infernal. Aidez-nous, vous, en tant que médias, aidez-nous, population malienne, en termes de renseignements, d'informations et surtout, cessez de partager des images, des attaques sur les réseaux sociaux. Pour enfin dire que le Mali continue d'entretenir de très bonnes relations avec tous ses partenaires sans exception et contrairement à la désinformation. Les FAMA engagés dans une nouvelle approche créée lors du dernier Conseil supérieur de la défense, qu'est l'opération de Goukouloko, tirent leur force et leur engagement de la résilience, voire le dévouement du peuple malien, a souligné le conférencier. Et oui, la victoire au bout, nous y arriverons et aucun sacrifice n'est de trop pour soutenir les forces armées maliennes. C'est ainsi que les forces vives de Kati se sont manifestées à travers un montant en espèces remis au préfet du cercle, une façon de contribuer à l'effort de guerre. La cérémonie de remise a été faite hier à la préfecture. Rien n'a manqué à Tchemoro Konati. Geste civique et humanitaire en faveur des forces armées maliennes. Le don ainsi offert en espèces est une initiative des forces vives de Kati. Le don a été collecté lors d'un processus de quête dont le temps a été donné à l'issue d'une conférence de presse initiée pour la circonstance. Une quête élargie aux mosquées et aux églises, en plus des contributions individuelles. Ce qui nous a motivés, c'est que nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes. Et c'est ce patriotisme qui nous a appelés à nous relancer à la suite de cette invitation de l'État de prier pour ce pays qui traverse des situations vraiment difficiles. Et à ce niveau, quand nous sommes patriotes, nous faisons former un seul peuple. Et quand le pays est en danger, cela va de soi, avec l'appel de l'État et de façon individuelle, communautaire, sociale, que nous nous levons pour faire front commun. Partout où on appelle à la prière à la mosquée, les djihad y est interdit. Aujourd'hui, il n'y a pas un village au Mali où il n'y a pas de mosquée. Les musulmans doivent donc comprendre que ceux qui sèment la terreur au nom de la religion agissent sur du faux. C'est un geste symbolique, plein de significations, accueilli à bras ouverts à la préfecture de Kati, dont le premier responsable rassure quant à l'acheminement du montant reçu. Quand ta population se manifeste ainsi pour apporter son soutien à son armée, moi je crois que c'est une fierté. Je lance un appel à toutes les populations du cercle de Kati à imiter la ville de Kati et je sais que personne ne restera en marche pour apporter son soutien à l'armée malienne. Non seulement matériellement, mais aussi il faut qu'on le fasse autrement, en apportant de bonnes informations aussi aux forces armées. Ces dons, outre son caractère symbolique, est un signal fort, un appel à la mobilisation à l'échelle nationale pour soutenir les forces armées maliennes. Toute action allant dans ce sens est la bienvenue. Et justement, le Haut Conseil islamique invite la communauté musulmane à une prière collective le samedi prochain à partir de 10h à Bamako et à l'intérieur du pays. Des prières pour la stabilité du Mali et un bon hivernage. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du président du Haut Conseil islamique, Ousmane Madani Chérif Aïdara, au micro de Daouda Kone. Au Conseil islamique togola an farala ɲɔgɔn kan silamɛya tɔgɔ la k'a ɲini ka dugawu kɛ an faso ye. An faso a bɛ ka taa sira minnu kan bi bɛɛ b'a dɔn dekun b'a kɔnɔ. An balima caman sera an ma an sigiɲɔgɔnw na dugu wɛrɛ mɔgɔw la min ye maliyɛnw ye dekun minnu bɛ yen ka na bɛɛ ɲɛfɔ o conseil ye. O la o conseil farala ɲɔgɔn kan ka silamɛ bɛɛ wele an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ. Bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don. Bon an ka bɛnkan kɛra ni ko gɛlɛyara cogo o cogo silamɛ ti foyi dɔn ala wele kɔ. O tuma na an ka ɲɛsin setigi ma ka ala wele. Dekun bɛ an ka jamana yɔrɔ minnu kan ani jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na ala bɛ se ka hakilisigi ni basigi don jamana in kɔnɔ cogo min na ka jamana in lafiya. Ayiwa o conseil islamique ka yeta kɛra ka ala wele k'o dugawu kɛ. Alors o tuma na a ɲininen don o conseil tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
kɛrɛnkɛrɛn juma misiri seli yɔrɔw la ani zawiyaw kɔnɔna na ani an ka alabato yɔrɔ bɛɛ an k'an janto a la juma nata in o juma in kɔnɔ bɛɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ka juma misiriw kɔnɔ a ka zawiyaw la k'a ɲini ala fɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na mɛ a ɲininen don région bɛɛ fɛ fana mali dugukolo bɛɛ kan bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin jɔcogo in na juma nata in ka ala wele sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ŋaniya ɲuman na ala bɛ se ka dekun bɔ nin jamana in kan cogo min na o conseil islamique a ka laada kɔrɔ dɔ ye ni samiyɛ surunyana a bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele ala bɛ se ka ji ɲuman di an ma cogo min na ji min ka tɔɔrɔ tɛ se an ma ni a b'a nakun ye an bolo ka dugawu bako la alors nin dugawu ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna an yɛrɛ fɛ Bamako yan au conseil islamique tɔgɔ la an mana tila juma dugawu la o mana kɛ an b'a ɲini juma misiri silamɛ bɛɛ fɛ ani mali silamɛ bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la n'o bɛ bɛn samedi ma juma dugawu kɛlen kɔ o dugujɛ samedi an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la 10 heures ayiwa an ka taa an dama kasi k'an ɲɛsin ala ma min bɛ an fɛ ka segin a kan k'a fɔ setigi ye ala bɛ deli de jɔn b'i dɔgɔya ye ala k'a bɛɛ latigɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la an k'a lakali don dɔ la min ka di nin ye ala k'o latigɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Et puis Salah a accepté tous les droits pour le Mali. Ce 17 juin marque la fin des activités de la quinzaine de l'environnement. Les festivités ont été délocalisées cette année à 100. Des conférences, débats, des plantations d'arbres et beaucoup d'autres activités qui concourent à la régénération du couvert végétal. Le reportage de Drissa Kone avec la voix de Boubacar Bablintouri. La 26e édition de la quinzaine de l'environnement a été l'occasion pour les acteurs d'accroître la sensibilisation, la communication et la mobilisation autour des enjeux environnementaux. À travers des activités variées, journées portes ouvertes, conférences débats, campagnes de reboisement, visites de terrain, émissions médiatiques, expositions, formations, démonstrations, autant d'activités organisées sur tous les territoires, nous avons porté le message environnemental à toutes les couches sociales. Les deux thèmes, la lutte contre la pollution plastique et la restauration des terres au cœur de ces activités, ont permis d'aborder des grandes thématiques. Pollution plastique et gestion des déchets, déforestation, désertification et dégradation des terres, sauvegarde du fleuve Niger, préservation de la biodiversité et valorisation des ressources naturelles, amélioration du cadre de vie et promotion du civisme environnemental. Ces activités ont permis de dresser un état des lieux de notre environnement, mais aussi de faire émerger des solutions locales, des innovations, des savoirs endogènes, conciliant développement, justice sociale et durabilité écologique. Au nom des plus hautes autorités, Moussa Diarra a salué une mobilisation nationale qui a abouti à la réussite de cette édition qui clôt ses activités. Je voudrais féliciter toutes les équipes nationales, régionales, locales qui ont œuvré souvent dans l'ombre à la réussite de cette édition. J'adresse mes encouragements à la société civile, aux jeunes, aux femmes, aux communicateurs, aux artistes et aux innovateurs qui ont porté la voix de l'environnement avec créativité et engagement. En prélude à la cérémonie, une séance de plantation d'arbres a eu lieu dans la cour de l'école Santoro Extension. Vivement la 27e édition dans un Mali souverain, pacifié, écologique et résilient. Tout au long de la quinzaine de l'environnement, les acteurs à l'unanimité disent non à l'utilisation des sachets plastiques qui polluent non seulement l'environnement mais nuisent à la santé. C'est pourquoi une conférence débat a d'ailleurs été organisée sur le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Fantama Magnantao s'est intéressé à l'utilisation des sachets plastiques à Bamako. On regarde.
Marché de Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. Il est 9h. C'est le moment où les marchés grouillent de personnes. Les ménagères sont nombreuses à venir faire les courses pour le repas de midi. Djenaba Balo est vendeuse de légumes. Ses clientes, la plupart du temps, utilisent des sachets plastiques pour transporter leurs courses. Wambe warmi yɛrɛ do manani na ala to nafa sɔrɔ minɛn na I bɛ manani san ka san fɔlɔ ni bɛ fɛn o fɛn san I bɛ na ni minɛn ala ma ta tigadɛgɛ ni y'o ye dɔw yɛrɛ ta manani ma n'a bɔra ka bidon a bɛ ci I kun bɛna minɛn de sigi aran na a bɛ suma a bɛ k'a kɔnɔ I bɛ taa I b'a sɛgɛsɛgɛ k'a jukɔrɔ fɛn bɛɛ bɔ a la mais manani bɛ kɛ daga kɔnɔ an b'a munu n'a ye ka manani ta k'a labɔ k'a fili bon nin bɛɛ ye bana ye. Mamadou Kanambaya, vendeur d'huile, est lui aussi un grand utilisateur de sachets plastiques. Mana goni, mana main, mana goni, ima yoro ben nogolindo, mana piment, kaka o bola, po, mana goni, mana suman, tout le suman nous, pen suman mana ka billet, o de kadani. Il est clair que nos intervenants ne connaissent pas réellement les dangers liés à l'utilisation des sachets plastiques. C'est d'ailleurs pourquoi cette année, le gouvernement a mis un accent particulier sur la question lors de la quinzaine de l'environnement. Le thème national retenu est mettre fin à la pollution plastique mondiale. Anna Idumbo est le gérant d'une boutique d'alimentation. Il mesure l'impact direct des sachets plastiques sur le cadre de vie des populations. Concernant les plastiques, c'est quand même dangereux pour l'environnement. Et si on essaye de voir une autre chose qui est un peu mieux que les plastiques, c'est quand même mieux vraiment. Bon, le gars, le gouvernement, manani ngoye ga dabla o de kadaye biga ambe sala bona dona dugula se ka yele matuguni aga fenworo yo de kadaye jamana to go laje o lukta we mi go antaw ko yo de kadaye. Un changement de comportement s'avère nécessaire pour venir à bout du phénomène. Et la quinzaine de l'environnement a pour objet principal d'inciter les citoyens à adopter des comportements plus respectueux pour la préservation de notre environnement. Le PAFEM, le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, renforce les capacités des responsables des micro, petites et moyennes entreprises. La rencontre porte sur la gestion financière et l'accès au financement pour une meilleure gestion de leur entreprise. Sokona Kamisoko, reportage. S'il y a un défi que compte relever aujourd'hui le département en charge de l'économie et des finances, c'est bien celui de la promotion du secteur privé. C'est là à travers le financement du secteur petites et moyennes entreprises. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de la présente session. L'objectif de cet accompagnement est clair. Il s'agit de préparer les micro, petites et moyennes entreprises à répondre aux exigences du marché et à améliorer leur accès au financement en les dotant d'outils concrets et adaptés à leur réalité. Les sessions prévues aujourd'hui porteront donc sur des thématiques clés allant de la gestion financière à l'accès au financement en passant par les stratégies de croissance. Un mot également pour nos partenaires de la Banque mondiale, sans qui ce type d'appui ne serait pas possible. La présente rencontre regroupe une soixantaine de participants. Elle constitue une étape décisive de la mise en œuvre du projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Le département en relation avec le PAFEM a placé le renforcement des capacités des entreprises au cœur de sa stratégie. Dès 2021, une étude diagnostique a été menée sur l'ensemble du territoire national pour identifier les besoins en formation du secteur. Cette étude a révélé deux priorités majeures, à savoir l'amélioration de la gestion financière des entreprises et la facilitation de leur accès au financement. En réponse à ces besoins, un programme de formation structuré a été élaboré. À la fin de cette formation, qui dure 9 jours, les participants, au dire des initiateurs, seront dotés de connaissances leur permettant d'accéder au financement et de bien gérer leur entreprise.
Le projet de recherche et innovation pour des systèmes agro-pastoraux productifs résilients et sains en Afrique de l'Ouest, PRISMA, s'achève dans quelques mois après 4 ans de mise en œuvre. Parmi les composantes du projet, la mobilité pastorale, l'accessibilité à l'aliment bétail de qualité et la capitalisation des ressources pastorales. Les acquis du projet sont présentés aux différents acteurs pour avis. C'est au cours d'une session de 3 jours dont les travaux ont débuté en présence de notre reporter Batraouri. Le projet de recherche-innovation pour des systèmes agro-pastoraux productifs résilients et sains en Afrique de l'Ouest, PRISMA, a été lancé simultanément en 2022 au Mali, au Burkina Faso et au Niger par 3 partenaires. Il s'agit de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, l'Agence belge de coopération internationale et l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Le projet a été mis en œuvre sur 3 thématiques: la gestion des ressources pastorales, l'aliment bétail en quantité et en qualité et le contrôle des zoonoses. Après 3 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. On a beaucoup travaillé dans le cadre de l'accessibilité et la disponibilisation des ressources pastorales. Donc dans ce cadre-là, on a capitalisé des initiatives qui sont innovantes et qui ont été éprouvées un peu partout dans les 3 pays. Et ces initiatives-là vont être mises à l'échelle. On a aussi capitalisé des initiatives sur le crédit carbone. Ces initiatives vont être aussi diffusées un peu partout dans les 3 pays et même dans l'espace AES. Avec l'ensemble des parties prenantes en vue d'assurer une effectivité de leur mise à l'échelle pour apporter des changements non seulement dans les pratiques et comportements, mais aussi leur prise en considération pour l'orientation des politiques et stratégies sectorielles. L'importance du projet PRISMA n'est plus à démontrer quand on sait qu'au Sahel, plus de 50 millions de personnes ont pour activité économique principale l'élevage, rappellera le représentant de la direction des productions animales. Je vous demande de faire une analyse sans complaisance des mécanismes d'utilisation des dits résultats afin d'atteindre les objectifs. Le projet PRISMA, qui prend fin en décembre 2025, est financé par l'Union européenne pour près de 4 milliards de francs CFA. Le Mali et le Sénégal se donnent la main pour renforcer la résilience des populations des zones frontalières. La rencontre qui visait à définir les contours de cette initiative s'est achevée ce week-end à Kaya. C'était en présence des gouverneurs de la première région et celui de la région de Tambacounda au Sénégal. De Kaya, la correspondance de Brahima Dao. Les travaux de l'atelier régional de présentation et de planification du programme à renforcement de la résilience des zones frontalières, réseau en Guinée, au Mali et au Sénégal, ont pris fin ce samedi 14 juin 2025 dans la cité des Rails. À l'issue de 3 jours d'intenses discussions autour des 4 thèmes retenus pour la circonstance, des recommandations ont été formulées. Ils ont proposé plusieurs recommandations pour le projet. Moi, je vais seulement citer 3. C'est vraiment de travailler sur la coopération entre les 3 pays. C'est de favoriser la transfrontaliérité, les activités transfrontalières entre les pays et aussi surtout de favoriser une approche inclusive et participative. Nous partirons de Kaya avec des plans d'action réalistes et adaptés, mais surtout avec un engagement ferme et une volonté commune de faire du programme renforcement de la résilience dans les zones frontalières un levier de transformation positive pour nos territoires. Je réitère ici l'engagement de la région de Tambacounda à tout mettre en œuvre pour la réussite du programme réseau en mobilisant les ressources humaines et institutionnelles nécessaires et en favorisant un dialogue constant entre tous les acteurs concernés. Le chef de l'exécutif régional n'a pas caché toute sa satisfaction à l'issue de la lecture du rapport. Cet atelier a permis non seulement de faire l'état des lieux du plan opérationnel, mais aussi à identifier les activités à mener pour l'atteinte des objectifs du programme, ainsi que les acteurs et les outils nécessaires
pour les mettre en œuvre. Ce processus participatif est fondamental pour garantir une appropriation collective du projet et en assurer la durabilité. En marge de cet atelier, le gouverneur de la région de Caille et son homologue de Tambacounda ont visité le fort de Médine, le barrage de Guina et le stade Abdoulaye Makoro Sissoko rénové. Auparavant, ils avaient rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Caille. Direction Sikasso, où l'UNICEF accompagne les communautés à adopter des changements de comportement. Cela passe par une bonne alimentation des femmes et des enfants. L'organisation onusienne a remis des intrants nutritionnels aux GESAN. Entendez par là les groupes de soutien aux activités de nutrition. Cet acte vise à intensifier les actions de prévention de la malnutrition à la base. De Sikasso, le reportage de Moussokoro Sirimi. Les GESAN, groupements de soutien aux activités de nutrition, sont au cœur des stratégies communautaires de prévention de la malnutrition par leurs actions de proximité auprès des mères et des enfants. En leur remettant cet important lot d'intrants nutritionnels, l'UNICEF veut leur permettre d'organiser plus régulièrement des démonstrations culinaires pratiques avec les familles en utilisant des aliments accessibles localement. Dans notre aire de santé, on compte à ce jour 183 enfants de 6 mois et plus. Et nous ne préparons la bouillie qu'une fois tous les 2 mois, faute de moyens. Mais grâce à cet appui de l'UNICEF, nous pourrons en faire tous les mois ou chaque quinzaine afin de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et booster les indicateurs de la nutrition. Cette dotation, composée de sacs de mil et de sucre de 50 kg, est répartie entre 114 GESAN des 4 districts sanitaires de la région, dont 42 pour celui de Sikasso. Un appui qui s'inscrit pleinement dans les efforts de structuration des actions communautaires de lutte contre la malnutrition et d'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Nous avons encore enregistré beaucoup de cas en ville et dans la partie périurbaine. Donc c'est dire que autant nous devons concentrer les efforts au niveau rural qu'au niveau urbain. Et toutes les actions sont menées dans ce sens. L'impact de cet appui dans le cadre de la dynamique communautaire, c'est de permettre aux enfants, surtout qui constituent l'avenir de demain, donc d'avoir une bonne santé. Mais aussi de pouvoir bien travailler à l'école, parce que quand l'enfant est malnutri, ça joue même sur son intelligence. Ces gestes traduisent l'engagement continu de l'UNICEF à soutenir les solutions communautaires inclusives et durables face aux défis de la malnutrition infantile au Mali. La valeur du don est estimée à 5 700 000 francs CFA. Les autorités de la transition mettent les moyens à la disposition des représentants de l'État à l'intérieur du pays. Le gouverneur de la région de Badjangara a remis cette semaine du matériel bureautique et des équipements pour logement aux préfets et sous-préfets, un geste qui vise à créer de meilleures conditions de vie et de travail. La cérémonie s'est déroulée en présence des légitimités traditionnelles. Le reportage de Agibou Koulibaly et de Mahamadou Sidibé. La cour du gouvernorat de Badjangara a servi de cadre à une cérémonie symbolique mais lourde de sens. Les représentants de l'État dans les cercles de la région, préfets et sous-préfets, ont reçu un lot de matériel destiné à faciliter leur installation et l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit des équipements de bureau, mobilier, ordinateurs, fournitures ainsi que des matériels pour l'aménagement de leur résidence officielle. Les bénéficiaires visiblement touchés ont exprimé leur gratitude tout en promettant de jouer pleinement leur rôle d'interface entre l'État et les populations locales. Les équipements de grande valeur représentent un pas important vers la modernisation de notre administration locale et permettront de mieux servir les populations. Aussi, ces équipements contribueront à l'amélioration des conditions de vie et de travail des préfets et des sous-préfets. Le programme a été non seulement conçu et exécuté pour doter les préfectures en équipement, non seulement de logement, mais également en équipement de bureaux
je souhaiterais au préfet et sous-préfet d'en faire bon usage. En procédant à cette remise, le gouverneur de région a salué l'engagement ferme des autorités de la transition à faire revenir l'État partout, jusque dans les localités les plus reculées. Il a rappelé que cette action s'inscrit dans une dynamique nationale impulsée par le président de la transition visant à restaurer les services publics de base dans les zones affectées par l'insécurité. Ces moyens vous permettront dorénavant d'obtenir le confort nécessaire dans les bureaux et dans vos domiciles pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de vos administrés. Le conseil que je souhaiterais donner, c'est la bonne utilisation de ce matériel. C'est un matériel de pointe. C'est le même matériel qui est utilisé dans les bureaux à Bamako et dans les capitales régionales de notre pays. Voilà, je vous exhorte à en prendre soin. Dans une région longtemps marquée par le vide institutionnel, ce geste du président de la transition marque un retour progressif à la normalisation et pose les jalons d'un redéploiement durable de l'administration. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit au Niger et c'est pour parler de la souveraineté énergétique. La centrale thermique de Nigelec Goudel sera mise en service en septembre prochain. Elle a une capacité de 30 MW. Le chantier est presque terminé. La ministre nigérienne de l'énergie a fait hier le constat. Le reportage de Abdul Karim Maman Barmou et Askou Djibrila. Le secteur de l'énergie constitue un pilier essentiel de la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, pour un Niger stable, moderne et souverain. Et cette visite de la ministre de l'énergie sur le site Nigelec de Goudel traduit cette volonté des plus hautes autorités qui ne ménagent aucun effort pour avancer inexorablement vers le cap de la souveraineté énergétique. Professeur Amoud Hawa, qu'accompagne une forte délégation, s'est rendu sur le chantier de construction de la centrale thermique d'une capacité de 30 MW financée sur fonds propres de l'État. À ce stade, le niveau de réalisation des infrastructures devant accueillir les générateurs de haute capacité est de 90%. Cette centrale va produire 30 MW, alors ça va renforcer nos capacités. Donc, c'est des agréments pénibles. Cette frustration de la population est légitime et nous la partageons. Toutefois, moi je sollicite leur patience, leur solidarité. Ce que nous vivons aujourd'hui sera bientôt qu'un souvenir. Et je tiens à exprimer la compassion et le soutien de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, qui a fait du secteur énergétique un des piliers de sa vision. Cette centrale thermique qui sera mise en service d'ici septembre prochain renforcera la capacité énergétique nationale et apportera un soulagement significatif aux populations. Notons que d'autres centrales thermiques sont en cours de réalisation en attendant le lancement du projet structurant de Salkadamna qui marquera une étape majeure vers l'autonomie énergétique du Niger. Journée de l'enfant africain, on en reparle ce soir. Le Burkina Faso l'a célébré hier à Sakoula, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, sous le thème « Investir dans l'enfant burkinabé, c'est bâtir une nation fière de ses valeurs ». Les temps forts de cette célébration avec Hanadi Hahadi Sandaba. Des enfants en situation de vulnérabilité, les bras chargés de matériel de première nécessité, d'ustensiles de cuisine ainsi que des vivres. Le Burkina Faso célèbre ainsi la 35e édition de la Journée de l'enfant africain avec plus de 900 kits alimentaires et de non-vivres au profit d'enfants en situation de vulnérabilité et de handicap à travers le pays. Et c'est ici à Sakoula, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, que se tient la cérémonie. À la tribune, tous appellent à plus d'égards sur la situation des enfants. Nous sommes l'avenir de notre pays. Et pour cela, nous avons besoin de bonnes valeurs éducatives en vue d'être des enfants citoyennes
honnêtes et capables de relever les défis futurs. Pour que nous soyons des enfants épanouis, des enfants patriotes, nous demandons la construction de beaucoup de structures éducatives, de garde et d'encadrement, de protection sanitaire, sécuritaire. Des enfants qui prennent ici l'engagement de toujours prendre en compte les bonnes pratiques pour une enfance saine et à travailler à l'avènement d'un Burkina Faso de paix et de prospérité. Engagement également renouvelé du côté de l'UNICEF qui ne manque pas de rassurer d'une bonne collaboration avec les autres partenaires et l'État au grand bonheur des enfants. Une occasion pour le gouvernement de faire le point de sa politique inclusive en faveur de la protection de l'enfant. Cela passe par une budgétisation sensible aux droits des enfants, le renforcement des services sociaux de base dans les zones fragiles, le déploiement d'équipes de protection dans les sites déplacés, la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Des efforts conjoints, il ressort entre autres 70 millions de soins gratuits dispensés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes entre 2016 et 2020, la prise en charge de 2 millions d'enfants vulnérables, en majorité déplacés internes, la prise en charge de la scolarité de 343 000 enfants et la prise en charge mensuelle de 9 000 enfants en situation de handicap. À cette célébration, un plaidoyer est fait en faveur de l'hôtel maternel de Ouagadougou qui accueille des enfants abandonnés. Au-delà de ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des douleurs. Je voudrais, en ce jour symbolique, lancer un appel national en faveur de l'hôtel maternel de Ouagadougou, ce lieu discret mais essentiel qui accueille des enfants abandonnés, rejetés, parfois dès leur naissance. La journée de l'enfant africain 2025 se tient au Burkina Faso sous le thème « Investir dans l'enfant burkinabé, c'est bâtir une nation fière de ses valeurs ». À cette célébration, en plus des kits distribués, il est également prévu un repas communautaire. Quel est le rôle des médias sociaux dans la responsabilité sociale? Le thème est débattu à Beijing au cours d'une conférence de presse qui réunit dans cette ville de la Chine des rédacteurs en chef des pays francophones. Notre envoyé spécial est Mohamed Kayantaou. L'utilisation des médias sociaux connaît une ascension fulgurante en Afrique. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp et TikTok sont les plus connus. Bon nombre de personnes s'informent d'ailleurs à travers ces réseaux au détriment des médias dominants ou traditionnels, ce qui est en train de porter un coup dur à la télé, à la radio et à la presse écrite. Selon les conférenciers, en Afrique subsaharienne, le nombre de connexions mobiles est passé de 600 millions en 2015 à plus d'1 milliard en 2023. Je prends le cas de la Chine. Aujourd'hui, les nouveaux médias, surtout la presse écrite, ce média-là est quand même rejeté, est quand même mis en quarantaine dans un métro. Et que quand tu donnes un journal papier imprimé à un Chinois, il rejette. Il préfère être sur le segment numérique. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus consommable. Ici, il était question pour nous de nous rappeler les notions de base, de nous poser aussi des questions sur notre avenir par rapport à ce qui est en train d'émerger à l'heure du numérique. La responsabilité sociale des médias dominants à l'ère du tout média est le thème de cette conférence. Nous a carrément éclairé la formation d'aujourd'hui parce que nous avons vu que tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous dit n'est toujours pas la vérité. Le média traditionnel est appelé à rester, n'est pas appelé à être supprimé ou rallié définitivement. Et au contraire, plutôt il doit s'immigrer vers les nouveaux médias. Par exemple TikTok, Facebook et autres dans le but de proposer d'autres contenus et surtout viser un peu plus de contenus jeunes. Cette semaine a été également marquée par des visites à la faculté des études africaines de l'université des langues étrangères de Bewei, au musée de l'histoire du Parti communiste chinois et celui des arts et métiers de Chine.
Notre compatriote Dr Modibo Sakho, magistrat, est le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025 de l'élection de notre compatriote au poste de président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour rappel, Dr Sakho a occupé le poste de vice-président de la dite Cour pendant 2 ans sous la présidence du Tanzanien Imani Abouda. Cette élection, en plus de la reconnaissance du mérite, est un réel succès diplomatique. Garibou Pérou nous amène dans les locaux de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie dans la chronique judiciaire. Au sommet de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on voit le Mali. L'une des plus hautes institutions judiciaires du continent est désormais dirigée par notre compatriote. Il s'appelle le Dr Modibo Sakho. Dans les silences des salles d'audience et la rigueur des textes, notre concitoyen, magistrat de grade exceptionnel, nous plonge dans les coulisses d'une justice panafricaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par un protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adopté à Ouagadougou en juin 1998. Le protocole est entré en vigueur en 2004 et la Cour a commencé ses activités en 2006. Elle est la seule juridiction continentale ayant pour compétence, pour mission, d'assurer la protection juridictionnelle des droits de l'homme en Afrique. Au sens de l'article 3 du protocole qu'elle a créé, la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la charte, du protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Dans le cadre de cette compétence, la Cour rend des ordonnances, y compris des ordonnances de mesures provisoires et des arrêts qui doivent être mis en œuvre pour une protection effective des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a été créée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 30. L'article 45 de la Charte lui confère une mission de promotion et de protection des droits de l'homme. La mission de promotion des droits de l'homme se manifeste à travers les points suivants. Rassembler la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme, formuler et élaborer en vue de servir de base à l'adoption des textes par les gouvernements africains, des principes et règles permettant de résoudre les problèmes juridiques agissant des droits de l'homme, coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples. Bien que complémentaires, il y a une différence entre la Cour et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Celle-ci enquête, alerte et formule les recommandations. En revanche, celle-là rend des décisions judiciaires. La Commission n'est pas une juridiction, n'est pas une Cour. La Commission, en tant que telle, à la différence de la Cour, ne rend pas de décisions qui a un caractère obligatoire. Les décisions rendues par la Commission sont appelées des recommandations. Je dois par ailleurs indiquer que, s'agissant de la Cour, il existe une différence avec la Commission en ce sens que la Cour rend des arrêts qui, au sens de l'article 30 du protocole, ont un caractère obligatoire et dont l'exécution est une chose obligatoire pour les États. Les requêtes peuvent venir des États, des ONG accrédités ou même des individus. Une fois reçue, chaque requête est examinée sur la recevabilité puis jugée sur le fond. La Cour peut recevoir des requêtes de la Commission, des États, des organisations internationales africaines, des ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou encore des individus. Il faut que la requête soit dirigée contre un État ayant ratifié le protocole, que les recours internes aient été épuisés et qu'elle ne soit pas manifestement infondée ou en cours d'examen devant une autre instance internationale. Lorsque la Cour reçoit une requête, elle la communique à l'État contre lequel la requête est dirigée. La Cour donne aussi copie de la requête aux États membres de l'Union africaine. L'État contre lequel la requête est dirigée, nous l'appelons dans la terminologie prévue au niveau de nos textes, l'État défendeur qui dispose d'un délai de 90 jours pour déposer sa réponse. Par ailleurs, la requête doit remplir certaines conditions pour être déclarée recevable. Il s'agit entre autres d'indiquer l'identité de leur auteur, c'est-à-dire l'auteur de la requête, de la demande, même si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat.
La requête doit être compatible avec la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, ou encore aujourd'hui appelée l'Union africaine. La requête ne doit pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause des institutions de l'Union africaine. La requête ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse. Inspiré par un profond sens de la justice et des devoirs, c'est lors de la 77e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que Dr Sakou a été élu président pour un mandat de 2 ans renouvelable. Cette élection, en plus de la reconnaissance du mérite, est un réel succès diplomatique. Tout à fait, Garibou, Pérou. À suivre à partir de 21h30, Malikroua Tassira saison 3. Sira Bachili et Mamoudou Bokoum reçoivent le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine. Il parlera de certaines réformes au sein de son département et les perspectives à mettre donc dans vos programmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher.